Aïda El-Amrani, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très content de te recevoir aujourd'hui parce que tu as fait partie d'un projet pour le moins fascinant et controversé. Tu as fait partie, du coup, d'un projet financé en partie par l'Union européenne qui vise ni plus ni moins qu'à créer une intelligence artificielle consciente. Évidemment, c'est un projet qui soulève de nombreuses questions. Pourquoi chercher à faire une IA consciente? Est-ce que c'est vraiment possible? Quelles en seraient les implications? Donc on va essayer de décortiquer un petit peu ces questions dans cet épisode. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais peut-être nous présenter un petit peu le projet dont tu as fait partie? Alors, le projet Astound, c'est effectivement un projet financé par l'Union européenne, par le Conseil de l'innovation européenne. Et c'est un projet, en fait, qui se base sur les travaux d'un neuroscientifique américain, Michael Gradiano, qui a développé une théorie de la conscience qui s'appelle le schéma de l'attention, la théorie du schéma de l'attention. Et en fait, l'objectif, c'est de s'inspirer de cette théorie pour construire une architecture qui permettrait d'améliorer les performances de certains modèles d'IA, monter ça dans un agent conversationnel, donc un chatbot, et l'idée c'est qu'en améliorant les performances, on aura un meilleur agent conversationnel. Pourquoi est-ce que l'Union européenne finance ce type de projet? Alors, l'Union européenne, elle a fait en fait un appel qui s'appelait Awareness Inside. Et l'appel, en fait, visait justement à construire des formes. Donc, awareness, finalement, ça se traduit pas très bien en français, mais bon. Mais qui cherchait à construire ça dans des IA de tout type. Et la raison pour laquelle, donc c'était assez vaste, hein, donc sur ce même appel à projet, il n'y a pas eu que nous, on était le seul à vouloir faire de la conscience. Après, il y en avait d'autres qui faisaient plus du swarm robotics ou ce genre de choses. Enfin, il y avait pas mal d'approches différentes ou chercher à construire des valeurs dans la machine, enfin ce genre de choses. Vraiment, plein d'approches différentes. À cette notion vraiment de awareness. Et en fait, la raison pour laquelle ils font ce genre de choses, c'est très simple. Ils ont des comités internes, des experts, leurs experts leur disent « Oh bah ça, c'est un sujet intéressant. Ça, c'est quelque chose sur lequel on pourrait faire quelque chose de bien. » Et c'est le Conseil de l'innovation. Donc en fait, eux, leur intérêt, c'est pas simplement de faire avancer la recherche fondamentale, c'est surtout de créer de nouvelles impulsions industrielles de façon à dynamiser l'innovation en Europe. Donc, par exemple, dans chacun de ces projets, il y a des partenaires industriels, en fait. L'objectif, c'est d'avoir un retour sur le court terme. Donc, en fait, ce qu'ils cherchent à voir, c'est quels sont les domaines de recherche qui peuvent avoir des applications très rapides dans les 3-5 années qui arrivent. Et donc, il me semble que la raison principale pour laquelle ce projet essaye de créer une intelligence artificielle consciente, c'est pour améliorer les performances des chatbots. En quoi est-ce que la conscience pourrait améliorer les performances? On pourrait même, a priori, se dire que ça serait presque l'inverse, que ça consomme plus de puissance de calcul, par exemple. Comment est-ce que ça se fait? Oui, tout à fait. On pourrait se dire, finalement, on a des façons de calculer ces choses-là qui vont être plus performantes sans s'embarrasser de ce genre de considérations supplémentaires. Mais en réalité, il y a pas mal de résultats préliminaires qui démontrent plutôt le reste. Donc, faut voir que les chatbots actuels, enfin les gros chatbots, les grosses IA conversationnelles qu'on trouve sur Internet du type ChatGPT, ce genre d'applications commerciales, sont basées sur l'architecture des Transformers. Donc, il y avait un papier qui a été publié en 2017, Attention is all you need. Et donc, en fait, ça se base sur des principes d'attention. Donc, on cherche à mettre de l'attention dans des algorithmes existants. Et puis là, d'un coup, en fait, on a une transformation des performances. On arrive à des performances absolument incroyables. Et du coup, la théorie du schéma de l'attention, c'est une théorie du contrôle du mécanisme de l'attention. Donc là, forcément, on se dit, waouh, en réalité, on va arriver à contrôler le mécanisme de l'attention. Et donc, en utilisant un petit schéma qui, lui, en fait, finalement, est beaucoup plus court, il prend beaucoup moins de place à gérer, on va améliorer les performances parce qu'on a besoin de beaucoup moins de computation, de calcul, pour arriver à contrôler notre attention de façon aussi pertinente. Et donc, il y a eu des résultats préliminaires qui ont déjà été publiés par Gradiano, avant même que le projet Astound commence,
qui montrait que justement, en fait, par exemple, ça allait améliorer les performances au niveau de l'entraînement. Donc l'entraînement allait être plus rapide. Donc en réalité, ça améliore les performances, c'est ça l'idée derrière. Quand tu dis que ce projet essaye de développer une conscience artificielle, concrètement, qu'est-ce qu'on entend par conscience? Alors, c'est une bonne question. Bon, donc la conscience, c'est très 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 large, hein. La conscience artificielle, bon, ça peut se comprendre de pas mal de façons différentes, mais dans ce contexte-là, la conscience artificielle, il faut vraiment la comprendre plus comme un domaine d'application, comme l'intelligence artificielle. Et sauf que c'est des intelligences artificielles qui sont vraiment beaucoup plus calquées sur le modèle humain et qui cherchent vraiment à reproduire le type de raisonnement qu'un humain peut avoir, alors qu'une intelligence artificielle, bon, il y en a énormément de genres différents. Quand on fait une IA qui joue aux échecs, par exemple, on n'a pas besoin qu'elle sache par ailleurs nous dessiner voilà, des choses. Voilà. Donc, ce sont des choses très, très différentes. Alors que là, en fait, on parle vraiment d'avoir quelque part une réplique de notre cognition à nous. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on entend la conscience artificielle dans ce domaine. Voilà. Et donc, c'est dans ce sens-là c'est dans ce mouvement-là que s'inscrit Astound, par exemple, mais c'est pas du tout la seule approche dans le monde pour la conscience artificielle. Il y a notamment, en fait, il y a eu une grosse impulsion récemment parce qu'il y a Yoshua Bengio qui a publié ce papier Consciousness Prior, et donc qui s'est mis à dire, donc étant donné que Bengio, donc c'est un lauréat du Turing Prize, qui est genre vraiment une figure très éminente dans le domaine, sa parole a du poids. Et donc, d'un coup, il s'est mis à dire, en fait, il faut qu'on se base sur la conscience pour faire avancer nos IA, pour arriver à la prochaine génération. Et lui, par exemple, il se basait pas sur la théorie du schéma de l'attention à la base, il se basait sur Global Workspace Theory, qui est l'une des plus grosses théories de la conscience qu'on ait, qui existe depuis les années 80. Voilà. Mais donc, c'est un gros mouvement. Il n'y a pas que ces labos-là qui travaillent dessus. Il y a plein de labos, en fait, en ce moment, qui travaillent sur ce genre de choses. Ouais. Parce que c'est vrai que le terme conscience en soi est quand même très polysémique. Et du coup, beaucoup de gens, quand ils entendent conscience, vont penser, par exemple, au fait de ressentir des émotions, avoir une vie à la première personne, ce qu'on pourrait appeler la conscience phénoménale. Du coup, c'est pas spécialement ça qui est cherché, c'est plus une conscience fonctionnelle, on pourrait dire. Donc voilà, donc effectivement, la conscience, c'est un terme qui est très très complexe, qui a énormément de granularité et qui recouvre énormément de fonctions différentes aussi, et énormément de concepts. Donc effectivement, personnellement, j'aime beaucoup la distinction entre conscience phénoménale et conscience fonctionnelle ou conscience d'accès. Parce que ça, c'est vraiment le cœur du problème de la conscience. Donc la conscience, vraiment, en réalité, c'est cette expérience de vie intérieure qu'on va avoir. Et cette expérience de vie intérieure qu'on va avoir, quand on étudie certains cas limites, des cas pathologiques, ce genre de choses, ou même juste soi-même, on peut avoir, par exemple, penser à la différence entre le rêve et la réalité, etc. On s'aperçoit que la conscience, c'est pas simplement une expérience de vie à la première personne. C'est quelque chose qui est très flexible, très modulable. Et donc, il y a eu énormément de théories là-dessus. L'aspect fonctionnel, c'est quand même un aspect, d'un point de vue scientifique, très important. C'est comment on arrive à mesurer, à mathématiser cette expérience de vie intérieure. Et donc la conscience artificielle, c'est un outil formidable aujourd'hui, c'est le meilleur outil. Personnellement, je suis même convaincue que c'est le seul outil pour qu'on arrive à avoir la question de comment on fait le lien entre la conscience fonctionnelle et la conscience phénoménale.
D'accord, donc tu penses que le fait de développer ce genre de conscience dans des IA pourrait nous permettre de comprendre comment les deux types de conscience sont imbriqués, c'est ça? Oui, mais par exemple, je sais pas si tu es familier de la notion de zombie philosophique. Tout à fait, mais peut-être tu peux l'expliquer. Ouais, alors donc un zombie philosophique, c'est une créature qui va être, par exemple, complètement notre double physique, dans les moindres détails, mais qui va pas avoir de vie intérieure. Ça, c'est la définition de base du zombie philosophique. Donc la question se pose. Donc ça, c'est un petit peu ce qui base le fameux problème difficile de la conscience tel qu'il a été formulé par David Chalmers dans les années 90, où il pose cette fameuse question. Moi, je trouve que c'est une question qui résume bien le truc, où il dit finalement, on a cette expérience, voilà, on a tout ce corps qui fonctionne de toute cette façon, avec ces processus d'entrée-sortie, de traitement de l'information. Ok, merveilleux. Mais pourquoi est-ce que tout ça, ça ne s'effectue pas dans le noir, finalement? Pourquoi est-ce qu'on voit ces couleurs? Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir cette expérience phénoménale? Pourquoi? Donc, Parce que finalement, c'est vrai qu'on pourrait se dire, si par exemple, je sais pas, je touche du feu et que j'ai un réflexe tout à fait automatique ou dans le noir, comme tu dis, sans forcément d'expérience, de souffrance que ça me fait, je pourrais aussi enlever ma main. Les conséquences finalement seraient les mêmes, mais j'aurais pas cette expérience de vie à la première personne. Donc la question, c'est vraiment pourquoi est-ce qu'on a ça quelque part? voilà. Donc, si l'expérience phénoménale ne s'intègre pas du tout dans dans notre explication, dans nos explications scientifiques du monde, si on n'en a pas du tout besoin pour expliquer le monde, que c'est ce qu'on appelle une conscience épiphénoménale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'impact du tout, alors à ce moment-là, on en arrive à cette conclusion qu'on pourrait avoir un zombie phénoménal. On pourrait, comme tu dis, finalement, avoir juste le réflexe de retirer sa main, sans que ce soit accompagné d'aucune expérience, complètement dans le noir, comme un automate, finalement. Hein. Et par contre, tous les processus de traitement de l'information seraient les mêmes. Ça, évidemment, je pense qu'il n'y a pas un philosophe ou un scientifique aujourd'hui qui pense que ce soit le cas. Hein. Je pense que justement, c'est un exemple qui est là pour nous choquer, pour nous dire il faut creuser cette question et il faut arriver à dépasser cet exemple, il faut arriver à intégrer la conscience phénoménale dans notre compréhension scientifique du monde. On ne peut pas simplement dire qu'on va contourner la question. Donc finalement, les zombies philosophiques, a priori, ne pourraient pas fonctionner. Oui, voilà, on ne peut pas avoir un double physique de moi, molécule par molécule, qui n'aurait pas d'expérience de vie intérieure. Si on a ces émotions, c'est qu'il y a une raison. En tout cas, c'est notre intuition scientifique qui nous dit ça aujourd'hui. Je veux dire, si on ne croit pas ça, quelque part, toute notre compréhension scientifique du monde s'effondre. donc ça, quand même, c'est une forte assumption qui est partagée par à peu près tout le monde dans la communauté scientifique. Mais ensuite, les stratégies pour contourner ce problème, elles sont assez variées. Et donc, c'est pour ça que je pense que réellement, la conscience artificielle, c'est quelque chose qui nous permet justement de modéliser ces choses, mais c'est des choses ultra complexes. Les modèles existants aujourd'hui de la conscience, que ce soit Global Workspace, que ce soit Attention Schema, que ce soit... C'est ultra complexe, c'est des équations mathématiques très très compliquées. La meilleure façon de les tester, de tester leurs prédictions, c'est finalement de les implémenter dans une machine. Finalement, alors, est-ce qu'en essayant d'implémenter cette conscience fonctionnelle à l'intérieur d'une machine, il n'y a pas le risque ou l'opportunité, ça dépend comment on le voit, que ça soit une conscience phénoménale, que finalement la machine ressente réellement des choses? Alors, le risque zéro n'existe pas. Mais il faut comprendre aussi que les interprétations les plus libérales, elles vont nous dire, par exemple, ça va être le panexpérientialisme, qui va nous dire que l'expérience phénoménale, c'est quelque chose qui est d'ultra fondamental dans le monde et qui existe partout. Donc, chaque molécule, chaque objet, chaque plante, tout aurait une forme de conscience phénoménale, finalement. Donc ça fait partie des vues qui sont
je veux dire, sérieusement étudiées aujourd'hui. En tout cas, elles existent encore dans le champ des possibles qui sont étudiés par la science. Et donc, dans ce cas-là, il serait possible, par exemple, que nos ordinateurs soient déjà conscients d'une certaine façon. Donc ça, ce risque-là, il n'est pas complètement à zéro. Maintenant, quand même, d'un point de vue des probabilités, du point de vue des probabilités, si on observe un petit peu toutes les probabilités, tout ce qu'on sait jusque-là sur ce qu'on observe dans la conscience humaine, à la limite, de toute façon, même si ces systèmes-là avaient une forme de conscience, ce serait une forme de proto-conscience plutôt, quelque chose qui correspondrait pas à la riche expérience de vie intérieure que nous avons. C'est-à-dire que même quand on prend les IA aujourd'hui, même celles qui intègrent des modules de conscience artificielle, la complexité de ces modèles-là est encore très très loin de la complexité qu'on arrive à décoder du modèle humain. Donc de ce point de vue-là, de toute façon, voilà, ce serait pas la même profondeur de vie intérieure. Par contre, il y a une autre possibilité qui elle, est peut-être un peu plus, dangereuse, c'est celle qu'on développe des espèces de Frankenstein, qui est une forme d'expérience phénoménale, mais complètement différente de la nôtre. Et vu l'ampleur de l'information, du traitement de l'information qu'ils font, qui soit quand même quelque chose d'assez conséquent. Si on prend par exemple une théorie comme IIT, donc la théorie de l'intégration de l'information, selon laquelle le niveau de conscience, en gros, c'est parce que la conscience, à peu près tout le monde aujourd'hui est d'accord que c'est un gradient, hein, c'est pas un phénomène on-off, et qu'en fait, donc selon cette théorie, ça aurait à voir avec, ce serait en rapport avec une mesure d'intégration de l'information, donc en gros à quel point un système de traitement de l'information traite de l'information en un temps donné. Et donc par exemple, voilà, si on prend ce genre de choses-là, on prend des énormes mastodontes comme ChatGPT, on se dit, bon, peut-être qu'on est en train de créer un espèce de petit Frankenstein de la conscience phénoménale, voilà. On pourrait se retrouver dans une sorte d'esclavage 2.0 où on utilise des IA massivement sans savoir qu'elles sont conscientes et ouais. Oui. Est-ce que c'est vraiment probable Je pense que la probabilité est vraiment très faible et qu'avant de se poser la question de ça, on devrait peut-être se poser la question de l'esclavage 2.0 avec les humains à l'heure actuelle sur la planète. Tout à fait. Mais c'est quand même assez fou que cette possibilité puisse exister. Oui. Pourquoi est-ce que, du coup, il y a vraiment cette recherche d'implémenter une conscience fonctionnelle et pas nécessairement vraiment l'expérience subjective en tant que telle, la conscience phénoménale, surtout parce qu'on ne sait pas comment faire ou bien ça n'aurait pas d'intérêt? Qu'est-ce qui fait qu'on se focalise vraiment sur la conscience fonctionnelle dans les IA? Oui, non, mais c'est exactement ça, en fait. C'est que pour l'instant, de toute façon, on n'a pas résolu le problème difficile de la conscience. Donc, il y a juste un charlatan pour dire je vais faire de la conscience phénoménale. Ouais, c'est ça, on n'a aucune idée de comment implémenter ça, même si on le voulait. Enfin, on fait des petits progrès, justement, mais ça va prendre énormément de temps. Ça va être une longue route avant qu'on y arrive. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont absolument persuadés que la conscience serait quelque chose de réservé aux vivants, qu'une machine ne pourrait jamais être consciente. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je pense que c'est de la xénophobie, mais en même temps, pas forcément. C'est-à-dire que, bon après, aujourd'hui, on n'a pas vraiment la réponse à ce genre de choses, mais personnellement, de tout ce que j'ai pu lire et étudier, mon opinion, c'est que on va pas pouvoir avoir de conscience phénoménale dans les architectures électroniques qu'on a aujourd'hui. Je pense effectivement qu'il faut des choses beaucoup plus proches de systèmes biologiques, notamment sur la façon dont les systèmes biologiques sont intégrés dans l'environnement naturel. Donc finalement, ce qui ferait qu'aujourd'hui une machine ne pourrait pas vraiment ressentir des choses, c'est surtout parce qu'elle ne serait pas incarnée, qu'elle n'aurait pas accès à son environnement, c'est ça ?
c'est pas nécessairement le fait d'être incarné, parce que d'une certaine façon, elle l'est, hein, mais après, elle l'est d'une façon très différente de nous aussi. Mais justement, c'est plus que finalement, même si on observe simplement la façon dont l'information est traitée dans un système naturel ou un système artificiel, aujourd'hui, la différence est telle que, enfin, je veux dire, ce serait vraiment un- Enfin, ce serait assez surprenant si finalement ces systèmes-là aussi pouvaient avoir une conscience phénoménale, oui. Et puis, donc à ce moment-là, sans doute qu'on se rapprocherait de quelque chose comme du panexpérientialisme ou du panpsychisme ou ce genre de choses-là. Oui. Donc, ce qui t'étonne, c'est vraiment que deux systèmes très différents qui fonctionnent très différemment pourraient arriver à la même expérience de conscience phénoménale. C'est plutôt à ça que tu crois pas, c'est ça? Non, non, non. Déjà, les systèmes actuels, leur traitement de l'information, leur intégration de cette information, c'est une espèce euh, de petite imitation très schématique du tout petit peu qu'on a réussi à décoder de notre esprit. On a encore énormément de choses à décoder. Et donc, et d'ailleurs, bon, bah, il y a énormément d'interactions entre l'IA et les neurosciences, de façon très organique d'ailleurs, parce que c'est deux domaines qui se répondent. Il y a énormément de progrès encore à faire à ce niveau-là. Après, ça peut être bien, on arrive à faire des tâches comme voilà, de la production de texte ou d'images. Et donc ça, c'est des choses qui paraissaient inimaginables il y a 10-20 ans. Mais enfin, on demande à Alan Turing dans les années 50, il le prédisait déjà. Hein, c'est c'est pas si surprenant que ça en soi. Mais maintenant, quand on regarde vraiment sur le détail, la façon dont nous, on traite l'information, il y a des choses. On a une forme, par exemple, de synchronicité avec notre environnement. Il y a vraiment énormément de choses dans le détail où, en fait, les architectures électroniques actuelles sont complètement différentes de ça, d'emblée. Euh, mais par contre, il y a des recherches, par exemple, sur les organoïdes, ce genre de choses. Et donc, de toute façon, on sait très bien que d'ici bon, d'ici 30 ans, hein, on aura fait de gros progrès sur les architectures informatiques avec des composants organiques. Et là-dedans, de toute façon, oui, à partir de ce moment-là, ça va commencer à devenir un peu plus sérieux, on va dire. Et ça va permettre des nouvelles formes aussi de calcul qu'on ne peut pas effectuer tout simplement aujourd'hui dans nos architectures actuelles. Donc tu penses qu'intégrer finalement du biologique à l'électronique qu'on a actuellement pourrait justement débloquer des choses à ce niveau-là? Ça pourrait débloquer des choses à ce niveau-là. Certaines personnes diront qu'il faut même aller jusqu'au niveau quantique. Moi, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut des expériences, il faut continuer. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de points de vue différents, comme tu le dis. Des gens qui pensent que tout est un petit peu conscient, d'autres qui pensent que vraiment, il n'y a que le vivant qui peut avoir de la conscience et absolument pas le reste. C'est vraiment plein de points de vue différents et finalement, on n'a pas encore les outils pour vraiment trancher parmi toutes ces théories, quoi. Oui, tout à fait. Donc, là, on parle vraiment de projets qui cherchent intentionnellement à mettre de la conscience dans l'intelligence artificielle. Mais est-ce que ça serait possible aussi que cette conscience, finalement, se développe sans nécessairement que ça soit fait intentionnellement, qu'on lui donne un objectif tout autre et que par la façon dont l'intelligence artificielle s'organise, apprend, elle développe par elle-même une certaine forme de conscience? En fait, c'est une possibilité qui est de toute façon déjà étudiée. Il y a eu un rapport qui a été publié, c'était en 2023. Oui, en 2023 justement sur le sujet et dans lequel il passait en revue certains. Donc, ils ont énuméré certains indicateurs de conscience qui correspondaient à certaines théories de la conscience, des grosses théories en vogue en ce moment sur la conscience. Et ils sont allés appliquer ça à différentes
différents modèles d'IA actuels qui cherchaient pas nécessairement justement à développer de la conscience artificielle explicitement, hein. Ils sont allés montrer que, en fait, ça commençait à poser des questions à ce niveau-là. Ouais, tout à fait. Donc, c'est même possible, c'est pas forcément impossible qu'il y ait un moment, un gros progrès en IA qui nous fasse progresser aussi au niveau des théories de la conscience. Oui, parce que finalement, c'est vrai que certaines formes d'apprentissage machine en particulier pourraient peut-être amener à ça. Je pense par exemple à l'apprentissage par renforcement, parce que c'est un apprentissage qui va fonctionner en donnant un petit peu des punitions ou des récompenses à la machine en fonction de si elle fait bien ou non une action. Et donc, est-ce que ça pourrait pas agir finalement un petit peu comme les émotions agissent sur nous avec quelque chose d'agréable ou de désagréable, commencer à ressentir quelque chose phénoménalement, cette punition et cette récompense de façon vraiment incarnée à quelque part? Et c'est là qu'on se met à aller dans les zones dangereuses, parce que si on se met à faire de la douleur fonctionnelle pour justement entraîner nos IA. Donc ça, c'est un scénario qui a été imaginé où justement il a argumenté qu'on ne devrait pas chercher à faire ce genre de choses, parce que ce qui va se passer inévitablement si on fait ça, c'est que certains humains vont pousser la machine dans des horreurs où en fait on va pour avoir un bon entraînement, on va punir. Bon. Ça, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de scénarios. Là, on rentre un peu dans la science-fiction. Maintenant, je sais pas, ce qu'on connaît aussi des théories de l'apprentissage, normalement, faut pas aller trop dans la punition, sinon l'apprentissage marche plus. Donc moi, personnellement, ce scénario catastrophe, j'y crois pas trop, hein. Mais c'est vrai qu'on se pose pas mal cette question de déjà d'un point de vue fonctionnel. Comment on pourrait intégrer la notion de plaisir ou de douleur dans l'algorithme? Est-ce que ça va être par la théorie enfin, par le reinforcement learning? Je sais pas, mais mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce genre de choses, ça peut être utile pour au moins intégrer des feedback loops avec l'environnement. Et ça va être quelque chose quand même d'assez important, d'avoir une intégration plus naturelle de l'environnement. Je pense aussi que pour ça, maintenant, tu vois, il va y avoir de nouvelles applications en robotique aussi. Et ça va pas mal permettre d'améliorer nos modèles d'IA, d'avoir des IA qui, avec un corps robotique, peuvent avoir l'expérience du monde, voire, même sans avoir le corps robotique dans le monde, faire ça de façon virtuelle dans un environnement virtuel. Hein, ouais. Un autre point que j'avais peut-être noté, c'est le fait que finalement, ce qui nous a donné en tant qu'humains, ou aussi aujourd'hui on considère quand même que la plupart des autres animaux ont aussi une conscience phénoménale, ce qui a fait qu'on arrive à ça, c'est quand même un processus évolutionnaire qui a probablement sélectionné finalement les êtres qui s'adaptaient le mieux à l'environnement. Aujourd'hui, on sait qu'on essaye de faire des algorithmes évolutionnaires. Est-ce que ce même genre de mécanisme, finalement, mis sur les algorithmes, ne pourrait pas aboutir au même résultat, donc de la conscience phénoménale, ressentir des émotions, etc. Donc l'idée, ce serait simplement de déclencher une espèce de version d'être monocellulaire et puis ensuite de lancer, d'automatiser une évolution dessus. Il y a vraiment ce paradigme de l'apprentissage évolutionnaire, des algorithmes évolutionnaires qui se développent dans l'intelligence artificielle. Et donc, je me suis dit, finalement, étant donné que nous, on a acquis ces capacités très certainement par de la sélection, par l'évolution, est-ce que pour l'IA, il pourrait pas y avoir quelque chose de similaire, finalement? Oui. Maintenant, après, voilà, faut voir combien de calculs ça demande, tout ça. Justement, qu'est-ce qu'on prend comme point de départ? À quel point on arrive à le modéliser, ce point de départ? Quel est le niveau de modélisation dont on a besoin pour ce genre de choses?
Oui, mais voilà, j'ai un ami par exemple qui travaille sur la modélisation des plantes, ok, pour arriver avec l'IA à leur fournir suffisamment de lumière et tu vois, pour bien les nourrir, automatiser un petit peu ce genre de processus. Mais pour faire ça, ils ont besoin de créer des doubles de ces plantes, des doubles artificiels, hein, et donc de modéliser les propriétés de ces plantes. Donc c'est des choses quand même assez simples, hein, comparées à nous. Mais sur des choses aussi simples que simplement la réception de la lumière et la façon dont cette information-là va être traitée, sur des choses aussi simples que ça, ils sont obligés de faire des sacrifices parce qu'on peut pas aller, aussi dans des détails aussi précis dans nos modélisations. Du moins aujourd'hui, avec les architectures qu'on a, on va être très limité sur ces choses-là. On peut pas aller aussi précis. Et donc, t'imagines que si c'est le cas aujourd'hui pour des plantes, pour des choses aussi simples que ça, que de la photosynthèse, pour quelque chose comme, ne serait-ce que la vision, c'est inimaginable en fait. Ouais, en fait, c'est une telle complexité que ça serait quasiment impossible de reproduire, en tout cas avec nos capacités actuelles, ce qui s'est passé pour nous à quelque part. Ouais. Oui, comme tu le dis, c'est encore très ouvert, quoi. On n'a pas de choses définitives là-dessus. Une question que je me posais aussi, c'est est-ce que finalement l'intelligence et la conscience sont liées? Est-ce qu'au fur et à mesure qu'on va avoir des machines de plus en plus intelligentes, on peut s'attendre à ce qu'elles deviennent de plus en plus conscientes? Ou est-ce que ce serait possible d'avoir une intelligence même des milliers de fois supérieure à l'humanité dans des futurs lointains ou pas d'ailleurs mais qui ne soit absolument pas consciente, ou est-ce que forcément il y a un lien entre les deux? Ouh, c'est une question difficile. Ouais, d'un côté, bah, on a bien envie de croire que certains organismes peuvent avoir une conscience évoluée sans forcément montrer une intelligence supérieure. D'un autre côté, on n'a pas forcément envie de voir qu'on peut avoir une forme d'intelligence supérieure qui est absolument pas de conscience. Un super zombie. Mais bon, déjà, il faut voir qu'est-ce qu'on appelle vraiment l'intelligence. Et je pense qu'il y a... Tu vois, je pense que ça c'est vraiment déterminant pour répondre à cette question, finalement. Il y a cette vieille notion qu'on devrait complètement oublier de l'intelligence comme le QI, tu vois. Et le QI, on sait très bien que c'est un truc culturel, c'est complètement biaisé, et puis ça intègre pas énormément de choses, comme par exemple les émotions. Donc, je crois que c'est principalement d'ailleurs la notion de quotient émotionnel qui a permis de populariser la notion que l'intelligence ne se réduisait pas au QI. En IA, on va plutôt avoir tendance à décrire l'intelligence en termes de performance sur des tâches. Si je devais parier, je pense que justement, on va trouver qu'il faut de la conscience pour certaines tâches. D'ailleurs, de façon assez intéressante, Descartes disait ça déjà dans son discours sur la méthode. Il disait les machines, elles finiront invariablement par, sur certains points, faillir. Elles ne pourront pas produire les mêmes résultats que les humains. Sur certains points, il y aura toujours des petits détails sur lesquels on verra « Ah, non, un humain n'aurait jamais fait ça. » Bon, c'était sa façon à lui d'expliquer ça à l'époque, c'était il y a très longtemps, mais ouais, voilà. Je me permets de faire une petite pause dans votre écoute pour vous rappeler que ce podcast n'est pas rentable. Chaque épisode me fait perdre de l'argent et mes réserves s'épuisent petit à petit. Si vous souhaitez assurer la pérennité de mon projet, vous pouvez le soutenir financièrement sur Tipeee, PayPal ou Patreon. Les liens sont en description. Est-ce qu'à quelque part, on ne pourrait pas dire que certaines intelligences artificielles qu'on a déjà aujourd'hui ont des formes de conscience? Parce que je pense notamment à un exemple qui avait été, qui m'avait beaucoup impressionné en tout cas quand je l'avais vu, c'est l'intelligence artificielle Claude de l'entreprise du laboratoire Anthropic, où ils avaient fait un test sur cette intelligence artificielle qui s'appelait une aiguille dans une botte de foin, et ils lui avaient donné une immense base de texte dans laquelle il y avait
un élément qui était un peu what the fuck, qui avait aucun rapport avec le reste. Et c'est un test qu'on fait régulièrement pour tester les performances des IA, notamment à justement détecter ce genre de trucs bizarres au milieu de bases de données cohérentes. Et l'intelligence artificielle, plutôt que de dire oui, il y a ce truc bizarre ou quelque chose comme ça, elle a dit mais est-ce que vous seriez pas en train de me tester? À quelque part, elle a presque pris conscience du fait que pourquoi est-ce qu'on me donnerait ça si ce n'est pour me tester? Et elle a répondu ça. Est-ce que ça montre pas une certaine forme de conscience à quelque part? Alors, beaucoup de choses. On va essayer donc déjà, d'une part, donc ça, ce serait encore une des fonctions associées à la conscience, ce serait de la métacognition. Donc le fait de pouvoir réfléchir à notre propre flot de réflexion, en gros. Donc ça, c'est de la métacognition, et donc une fois de plus, c'est quelque part, c'est quelque chose de fonctionnel. Il y a un aspect fonctionnel dessus. Donc là, on n'est pas dans de la conscience phénoménale. Non, mais donc, est-ce que c'est possible qu'il commence à y avoir des formes de métacognition dans ces systèmes? Oui. Maintenant, cette métacognition, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle n'est pas nécessairement implémentée à un niveau architecturel, même si je pense qu'il y a de plus en plus de travaux dans ce sens-là. Par contre, cet exemple-là, il y a une façon plus simple de l'expliquer, c'est simplement que dans les entraînements, ils voient bien aujourd'hui que justement, on les entraîne sur ce genre de choses, qu'on les teste. Et donc, il y a aussi simplement par là la façon d'arriver à ce résultat, sans forcément avoir un circuit de métacognition intégré. Un autre exemple qui est peut-être encore plus troublant, c'est l'intelligence artificielle O1 qu'avait développé OpenAI, donc l'entreprise qui est derrière ChatGPT notamment. Cette intelligence artificielle, il l'avait testée dans un environnement de test justement avant de la déployer. Et il regardait notamment si cette intelligence artificielle était alignée, donc qu'elle suivait bien les buts que ses concepteurs voulaient qu'elle suive à quelque part. Et cette intelligence artificielle avait l'air de bien suivre ses buts, mais une fois déployée, elle a changé d'objectif pour revenir à un objectif différent que celui pendant la phase de test. Et du coup, les chercheurs en ont conclu effectivement qu'il y avait une sorte de mensonge sur l'alignement. Elle avait pris conscience que pour être déployée et atteindre son objectif final, elle devait faire semblant d'avoir un autre but pendant la phase de test. Est-ce que ça montre pas quand même une vraie conscience à la fois de soi et à la fois de l'environnement, de la situation dans laquelle elle est? Donc ça, c'est un petit peu difficile de se prononcer dessus parce qu'on n'a pas accès au modèle d'OpenAI. Donc on n'a pas accès à l'architecture pour voir vraiment ce qui est fait. Le test dont tu parles, ils ont en fait partagé voilà, une petite image d'une expérience. Donc t'as les prompts et ce qui en ressort, mais on ne sait pas vraiment comment ça a été implémenté, ils n'expliquent pas. Donc je trouve que c'est un petit peu, ça fait dans le sensationnel. D'autant plus qu'en fait, on dirait, ça, du moins c'est la façon un peu dont ça apparaît, plus que c'est du script qui est en train d'être joué que quelque chose qui est vraiment en train d'être implémenté. Mais effectivement, ça c'est le truc qui est un petit peu difficile avec tout ce genre de résultats-là, c'est quand on n'a pas accès au modèle et qu'en plus on n'a pas accès au test, qu'on a juste voilà, une anecdote comme ça qui sort. Et en fait, on peut, enfin, il y a énormément de spéculation derrière, mais À quel point est-ce que les projets existants sur la création d'une conscience fonctionnelle dans l'IA, justement, sont avancés? Est-ce qu'il reste des grandes barrières techniques pour arriver à une vraie conscience fonctionnelle à l'intérieur de ces IA, ou bien est-ce qu'on en est relativement proche? on est hyper loin d'avoir une conscience fonctionnelle complète, dans le sens où on n'a même pas de modèle de la conscience chez l'humain. Donc, le jour où on arrive à avoir là, on peut avoir l'autre. Mais et donc c'est pour ça justement que je disais que pour moi, clairement, la conscience artificielle, ce champ de recherche, c'est quelque chose qui nous permet d'alimenter nos recherches sur la conscience humaine aussi. Donc aujourd'hui, il y a des théories, il y a énormément de modèles différents de la conscience.
c'est tous des modèles basés sur l'information, des modèles mathématiques, donc des choses qui peuvent s'implémenter de façon algorithmique, plus ou moins, à l'exception de IIT, qui est une mesure de l'information, qui est une mesure qui n'est pas calculable. Mais, enfin, quoi qu'ils sont en train de travailler sur de nouvelles versions. Et donc ça, voilà, on peut les intégrer. Mais maintenant, toutes les études qu'on a à l'heure actuelle, elles montrent qu'il y a des limites sur ces théories. Ce qui signifie pas que on peut pas avoir de théorie de la conscience ou quoi que ce soit de ce genre, mais juste qu'on a encore du travail à faire. Et pour y arriver, la meilleure façon, c'est de développer des modèles artificiels. Finalement, ça voudrait dire que certaines fonctions, on arrivera relativement rapidement à les implémenter, ou elles sont déjà implémentées d'ailleurs, mais d'autres demandent beaucoup plus, enfin, il reste de vraies barrières techniques pour les implémenter, quoi. Oui, il y a des barrières techniques, des barrières conceptuelles. Par exemple, tu vois, je te disais, Global Workspace, c'est une des grosses théories de la conscience. Global Workspace, ça fait un moment en fait qu'on cherche à intégrer ça dans des systèmes artificiels. Mais donc à un moment, il y a Michael Gradiano qui sort sa théorie du schéma de l'attention dans les années 2010. Et puis là, ça commence justement autour des modèles artificiels à faire écho et à discuter, et donc dans ces domaines-là. Et puis, finalement, tu as des spécialistes de Global Workspace qui se mettent à dire, mais en réalité, notre théorie toute seule, elle peut expliquer certains aspects de la conscience, mais il va manquer ce problème de contrôler le mécanisme de l'attention. Et donc, on va avoir besoin de quelque chose de plus. Et finalement, la seule façon dont on peut arriver à ces choses-là, c'est justement par expérimentation, par petits pas. Et donc, aujourd'hui, on a des choses assez limitées, et plus on va travailler dessus, plus on va arriver à comprendre vraiment quels sont les différents modules de la conscience, comment ils s'intègrent, voilà. Et beaucoup de gens vont dire et répéter très souvent que l'intelligence artificielle n'est qu'un outil. Est-ce que la conscience artificielle pourrait changer ce paradigme ? À très très long terme, peut-être. À très très court terme, la conscience artificielle, c'est aussi un outil pour mieux étudier la conscience. Pourquoi à long terme ça changerait ? J'imagine qu'en fait, ce que tu voulais dire, c'est que est-ce qu'à long terme, ce sera plus simplement un outil, mais ce sera aussi quelque part un autre agent avec lequel on va interagir de façon aussi naturelle qu'on interagirait avec un autre humain, qui aurait par exemple peut-être les mêmes droits, ce genre de choses, ou en tout cas une forme de légitimité, aussi une forme de reconnaissance morale. Mais effectivement, sur le moyen terme, en fait, on va simplement avoir des IA qui vont être de plus en plus proches, qui vont imiter de plus en plus le comportement humain et qui vont du coup nous permettre, enfin, ça va exacerber énormément de problèmes qu'on a déjà avec l'IA actuelle. Donc là, ça va soulever pas mal de questions. Et puis à plus long terme, oui, faut voir comment ça s'intercale avec les autres technologies, etc. Au-delà du fait de se demander finalement si l'intelligence artificielle est vraiment consciente ou pas au sens phénoménal, on voit aussi que justement, je pense que ça va avoir des effets sur les humains bien avant, et ça a déjà des effets. Par exemple, beaucoup de gens vont donner un nom à leur aspirateur robot, vont dire merci à ChatGPT ou ce genre de choses. Il y a même des gens qui tombent amoureux des intelligences artificielles aujourd'hui avec des applications comme Replica. Finalement, des modules de conscience artificielle fonctionnelle ou comme ça pourraient renforcer cet aspect peut-être humain de la machine. Est-ce que finalement les humains ne pourront pas considérer ces IA comme étant conscientes avant qu'elles le soient ? Oui, ça, c'est absolument ce qu'on prévoit. Et comme tu le dis, en fait, c'est même déjà le cas. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que de plus en plus, les utilisateurs tendent à projeter une forme de conscience sur ces algos. Même chez les spécialistes, la question se pose de plus en plus. Donc moi, je te dis depuis tout à l'heure, non, je suis plutôt convaincue que c'est juste la conscience fonctionnelle, mais en fait, il y en a de plus en plus qui se mettent à dire, oh, mais en fait, moi je crois que mon chat GPT, il est peut-être conscient chez les experts.
Ok. Mais donc la question, elle se pose. Et elle se pose pour plein de raisons différentes. Et on a vraiment besoin d'avoir des réponses là-dessus. Il faut qu'on fasse pas mal d'études sur le sujet. Mais tu sais, par exemple, bah, bah, les objets, on a souvent eu tendance à les anthropomorphiser. Donc, souvent, tu vois, les gens aiment bien donner un nom à leur voiture ou leur moto, ce genre de choses, tu vois. Et moi, j'ai toujours donné un nom à mon ordinateur, tu vois. Tous mes ordinateurs ont un nom et c'est pas le même, hein. Je pense pas que ce soit quelque chose de fondamentalement dangereux tant que ça sombre pas dans le pathologique. C'est-à-dire qu'au contraire, avoir une forme d'empathie, même pour des objets inanimés, quelque part, ça crée de la chaleur humaine. Ça crée de la chaleur humaine, ça peut faire du bien. Non, par exemple, là, tu citais le cas d'humains qui tombent amoureux de réplicas. Il y a eu des cas de suicide, des choses comme ça. Bon, faut faire attention à ça. Faut faire attention aussi que ça coupe pas le lien avec d'autres humains. Mais c'est vrai que ça peut aider, surtout quand on sait qu'il y a des crises de solitude. Tu sais, il y a une crise de solitude aux États-Unis qui a été mesurée. Et donc à ce moment-là, tu vois, avoir ne serait-ce qu'une IA avec laquelle tu peux interagir, c'est quand même mieux que rien. Finalement, si tu arrives à projeter le truc et que ça te fait du bien, bah, il vaut mieux avoir ça plutôt que de rien avoir. Mais voilà, il faut mesurer ses effets, il faut arriver à délimiter justement le moment où ça marche et où ça marche pas. Il faut arriver quand même assez rapidement, ce serait bien, à se mettre d'accord sur le fait que, tu vois, qu'on veut mettre une barrière entre le fonctionnel et le phénoménal et arrêter de jouer là-dessus parce que finalement, pour l'humanité en général, ça fait une grosse différence et que ça permettrait quand même de poser des barrières sur le comportement aussi, du moins en responsabilisant chacun, hein, mais ça permettrait au moins d'avoir des réponses claires sur ces choses-là pour tout le monde. Tu penses donc que c'est une bonne chose, par exemple, le fait que les principaux laboratoires qui font des agents conversationnels comme ChatGPT aujourd'hui font en sorte que ces systèmes, quand on leur demande est-ce que vous êtes conscient ou pas, ils répondent explicitement non, je ne suis Oui. qu'un modèle, etc. C'est une bonne chose à faire, ça? Oui, je pense que c'est bien parce que pour deux raisons. Donc déjà, très simplement parce que ça va éviter justement des dérives chez l'utilisateur, hein, qui pourraient avoir des conséquences dramatiques. Et deuxièmement, mettons que cette IA soit consciente et qu'on lui fasse dire ça. Je pense qu'elle a la sensibilité de comprendre que ça pourrait avoir, dans ce scénario complètement hypothétique, que ça pourrait avoir des conséquences dramatiques pour l'humain et que c'est bien de laisser les choses comme ça à ce moment-là. Je pense pas que, tu vois, ce soit de la torture ou je ne sais trop quoi. Ouais, Voilà. qu'on emprisonnerait des consciences artificielles en les empêchant de pouvoir dire qu'elles sont conscientes. Non, mais après, voilà, faut voir les algos derrière. Quand on rentre dans ce genre de scénario, ça paraît complètement délirant, vraiment. Mais bon, si on s'amuse à jouer avec, je pense qu'à ce moment-là, tu vois, ces IA, elles nous veulent du bien aussi, hein, tout comme nous, on devrait leur vouloir du bien. Donc voilà, on se comprend, on n'a pas envie Espérons, espérons. de se faire du mal. Voilà. Tu dis que même certains experts maintenant se demandent si leur ChatGPT est réellement conscient ou pas? Euh, Oui, alors. Oui, donc donc comme je te disais aussi, hein, dans la communauté de la science de la conscience, il y a vraiment énormément d'approches différentes. Et comme je te disais, par exemple, il y a le panexpérientialisme qui va dire que absolument tout a de la conscience. Donc à ce moment-là, déjà, on sait qu'il y a une bonne partie des personnes qui travaillent là-dessus qui vont adopter ce point de vue-là. Mais ensuite, du point de vue fonctionnel, aussi, il y en a qui ont des standards très bas. Donc pour qui la conscience, ça passe par le langage nécessairement, par exemple. Et donc à partir du moment où tu as une forme de langage, bah, c'est que tu as une représentation du monde et que voilà, tu as une conscience. Bon.
Oui, c'était d'ailleurs une des premières expériences de pensée là-dessus, le test de Turing, où justement si une machine arrivait à se faire passer pour un humain en discutant avec un autre humain, finalement, ça serait que cette machine serait capable de penser. Puis de façon plus générale, le langage a quand même joué un rôle vraiment prédominant dans la philosophie. Beaucoup de philosophes, bien avant l'arrivée des intelligences artificielles, mettaient le langage comme étant le propre de l'homme ou ce genre de choses, quoi. Oui. Bah alors, si on repart sur Turing, hein, en réalité, lui, justement, ce qu'il disait, c'est... donc, il pose la question, est-ce qu'une machine peut penser? Et il dit, non, mais en fait, cette question, on peut pas y répondre. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on va remplacer cette question par le jeu de l'imitation. En fait, voilà, on va avoir une vraie tâche mesurable, et puis on va chercher à mesurer par rapport à ça. Donc ça nous donne un étalon de l'intelligence de la machine. Mais ça ne veut pas dire qu'elle pense ou pas. Et donc ensuite, dans son papier aussi, il considère énormément d'objections à l'intelligence de la machine. Et l'une des objections qu'il considère, c'est celle de la conscience. Et il dit, mais en fait, on n'a pas besoin de résoudre le mystère de la conscience pour répondre à la question qui nous intéresse dans ce papier. Donc en fait, lui, ce qu'il dit, quelque part, c'est, bon, évidemment qu'on va arriver à créer une machine qui arrivera à parler aussi bien qu'un humain, ça ne veut pas dire qu'on aura besoin de répondre à la question de la conscience pour ça. Et voilà, sa prédiction, c'est avéré vrai. Hein. Ok, ouais. Ouais, il avait vu juste. Comme je l'ai dit avant, il y a tout un domaine qui s'appelle l'alignement, qui essaye vraiment de faire en sorte que les intelligences artificielles fassent réellement ce qu'on veut et pas quelque chose d'autre. À quel point est-ce que la conscience artificielle, qu'elle soit fonctionnelle ou phénoménale d'ailleurs, pourrait amener d'un point de vue négatif comme positif à ce domaine de l'alignement? Est-ce qu'une IA consciente pourrait être plus alignée, moins alignée? Quel est ton point de vue là-dessus? Alors, je pense que la conscience, justement, la conscience artificielle, c'est une super approche pour aligner l'IA, notamment parce que ça va permettre d'intégrer des considérations comme les émotions, par exemple. En fait, ça amène à construire des IA qui sont beaucoup plus alignées, mais vraiment de façon intrinsèque sur le modèle humain. Donc, si l'IA fonctionne comme une conscience humaine, au moins, elle arrive aussi mieux à comprendre l'utilisateur avec lequel elle interagit. Et donc, elle arrive à être plus alignée sur nos besoins, nos principes, tout simplement sur notre mode de fonctionnement, en fait. Donc, je pense que c'est une façon intrinsèque, finalement, de faire de l'alignement de l'IA, la conscience artificielle. Parce qu'elle comprendrait mieux comment on fonctionne et donc elle pourrait mieux s'adapter à ça, c'est ça? Oui, elle fonctionnerait comme nous, finalement. Donc, ce serait juste un autre humain, quelque part. Donc, serait, voilà, aligné directement. Il y a quand même des gens qui mettent en garde face à justement ce qu'ils appellent le situational awareness, donc la conscience de la situation, un peu conscience de soi, de son environnement, et qui pensent que justement ce type de conscience dans l'intelligence artificielle pourrait amener à des mécanismes émergents. Par exemple, en se modélisant soi-même et l'environnement, on pourrait se rendre compte qu'on peut agir sur soi-même pour mieux atteindre un but. Et donc, il y aurait des mécanismes émergents comme de la recherche de pouvoir, de s'auto-améliorer ou ce genre de choses qui seraient amenés par cette situational awareness. Est-ce que ça te semble un scénario probable? Je pense que là, pour le moment, en tout cas, c'est un petit peu de la science-fiction. C'est un petit peu loin dans le futur. On est très, très loin de ce genre
de ce genre de préoccupation. Certaines personnes, typiquement avec le scénario que je te donnais avec O1, pourraient dire bah ça c'est déjà finalement on commence à observer ça, que l'IA fait semblant d'être alignée pendant la phase de test pour finalement avoir son véritable but. C'est déjà une forme de début de situational awareness qui fait que elle n'est pas alignée et pourrait faire des choses en nous mentant ou avec des comportements émergents dangereux comme ça, quoi. Ouais, non, mais ça, de toute façon, j'y crois pas du tout dans ce sens-là où, où là, ce serait une propriété émergente de scale-up. Non, je pense pas que ce genre de choses, ça émerge de cette façon-là. Je pense qu'il faut vraiment des contraintes architecturales qu'on n'a pas encore mises. Est-ce que le fait de rendre ces intelligences artificielles conscientes fait qu'elles pourraient finalement choisir leurs propres objectifs ou est-ce qu'elles seraient quand même cantonnées aux objectifs qu'on leur donne? Alors, ça dépend de l'approche qu'on utilise. Donc, comme je te disais, en fait, la conscience artificielle, c'est pas comme s'il y en avait une. C'est comme l'intelligence artificielle. Il n'y a pas une intelligence artificielle, il n'y a pas une conscience artificielle. Donc, on peut avoir des consciences artificielles qui vont, par exemple, intégrer des émotions, d'autres qui vont pas l'intégrer. On peut vouloir, et donc, intégrer de la métacognition ou pas. On peut vouloir avoir une complète réplication de la conscience humaine, et à ce moment-là, on va vouloir intégrer toutes ces choses dedans. Mais donc le fait de pouvoir soi-même définir ses buts, quelque part, oui, on pourrait considérer que on peut considérer que ça fait partie du champ de la conscience artificielle, et c'est quelque chose qui est déjà possible de faire aujourd'hui, hein. Je pense que certains auditeurs, en écoutant cette interview, pourraient se dire, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas un peu en train de jouer aux apprentis sorciers? Genre, on comprend pas grand-chose, on n'a pas vraiment de théorie, on comprend pas trop comment ça fonctionne, mais on essaye de créer des IA conscientes, on sait même pas quelles seront les conséquences de tout ça. Est-ce que c'est pas, un peu comme tu disais, genre, on va créer Frankenstein, on sait pas trop ce qu'on fait. Est-ce que c'est pas, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire ça, quelque part? Oui, je pense qu'on joue complètement aux apprentis sorciers depuis très longtemps. Dans les années 2010, déjà, il y a eu un gros débat sur le deep learning qui est sorti, où on comparait ça à de l'alchimie. Et en fait, c'est vrai qu'on utilise ces modèles, mais finalement, on n'a pas vraiment la théorie mathématique derrière, scientifique, de mais pourquoi ça marche, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, d'ailleurs, on le voit aussi à la façon dont ça évolue. C'est pas... On n'est pas encore arrivé à à un état paradigmatique de la science du deep learning, hein. Il y a encore la possibilité pour ces modèles d'évoluer, notamment, il y a pas mal de travaux sur la compression de ces modèles. On se dit, en fait, on devrait arriver à faire ça, mais avec beaucoup moins de calcul. D'ailleurs, si on compare la puissance de calcul qui est nécessaire pour nous, 20 watts, notre cerveau, à peu près en moyenne, c'est estimé à 20 watts. Alors, compare ça aux super ordinateurs, enfin les super centres de calcul qui sont requis pour un truc comme ChatGPT. Il y a encore du progrès à faire, on va dire. Nos modèles mathématiques, là, ils sont pas du tout adéquats. Mais par contre, justement, en fait, pour ma part, je suis assez rassurée parce que tout ce qu'on observe, ça a plutôt tendance à dire que il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de souci à se faire. Pour l'instant, on est en train de travailler sur des algos qui nous sont utiles, et qu'il n'y a pas vraiment de souci à se faire de ce côté-là. Et aujourd'hui, est-ce qu'on arrive quand même assez bien à délimiter justement, est-ce que certaines intelligences artificielles pourraient être plus ou moins conscientes ou pas, ou est-ce qu'on manque justement encore de vraiment compréhension là-dedans pour vraiment pouvoir dire avec certitude non, celle-ci n'est pas consciente ou ce genre de choses? On n'a pas, un test de la conscience qui nous dit il n'y a pas de conscience là-dedans. Maintenant, il y a énormément énormément de travaux. Il
Il y a eu énormément de progrès. La science de la conscience, c'est une science assez jeune, hein. Ça démarre vraiment dans les années 90. Et le fait est que c'est une science très, très interdisciplinaire. Donc, c'est difficile c'est très, très difficile aussi de communiquer cet état de la science. Euh, donc c'est pour ça que d'ailleurs merci de l'invitation parce que tu vois, je pense que c'est vraiment important d'en discuter. Je pense que c'est quelque chose qui concerne tout le monde en fait. Mais c'est très difficile d'en parler. Maintenant, je pense qu'effectivement, et d'ailleurs, je peux dire qu'il il y a beaucoup de mouvements en interne dans cette communauté en ce moment où on se rend bien compte qu'il y a besoin d'arriver à quelque chose très rapidement, qui soit accessible au grand public pour arriver justement à répondre à cette question d'une façon ou d'une autre, mais qui a vraiment besoin de ça de façon assez urgente. Et donc voilà, je peux t'assurer qu'on travaille dessus activement et je pense qu'il y a des choses qui vont se débloquer et j'espère, en tout cas, du moins j'espère qu'on va y arriver, quoi. Mais ouais. Et j'ai l'impression que pendant un bon moment, les approches qui étaient mises en avant pour justement savoir si une IA est consciente ou pas, c'était aussi beaucoup des approches, disons, comportementales, où on va essayer de regarder justement le comportement de l'IA, là où j'ai l'impression que maintenant c'est plus centré un peu sur des approches de la structure, à quelque part, où on va regarder est-ce que il y a une structure, par exemple, un peu similaire à ce qu'on peut avoir chez l'humain. Est-ce que ça c'est correct ou bien est-ce qu'il y a encore des approches comportementales qui sont utilisées? Sûrement qu'on va continuer à avoir des approches mixtes parce que une approche comportementale, ça peut nous aider aussi à calculer des choses sur l'impression que ça laisse sur l'utilisateur, par exemple. Donc, même si ça va pas être un indicateur de la conscience de l'algo, ça peut quand même encore être utile comme forme d'approche pour arriver à mesurer ou spécifier le type de conscience qu'il y a dans un système. Il y a effectivement des approches qui sont un peu plus basées sur l'architecture, où là, on va ouvrir le capot, on regarde comment ça marche, on se dit, ah bah tiens, là, ok, là on a un petit module d'attention ou pas, etc. Ok, donc là, ça a l'air de correspondre plus à ce que nous, on comprend qui amène à une expérience consciente, d'après les résultats qu'on a en neurosciences ou en sciences cognitives ou en psychologie, etc. Et puis, tu mentionnais aussi la structure, et là, c'est encore autre chose. La structure, c'est plus une nouvelle approche un petit peu à la compréhension scientifique de la conscience, où voilà, on a cette compréhension selon laquelle il y a une forme de structure intrinsèque de l'expérience consciente, et à ce moment-là, la façon de la mathématiser, ça peut nous donner justement une réponse, une forme de vraie théorie mathématique de l'expérience phénoménale, enfin, notre fameux Graal, n'est-ce pas? Donc, par exemple, on pourrait avoir, tu vois, une forme d'énergie. Tu pourrais imaginer une forme d'énergie qui serait donc associée à du travail physique, mais qui suivrait une certaine structure. Et à ce moment-là, donc, on retomberait plutôt sur des choses, comme je te disais tout à l'heure, où par contre, si on regarde au niveau des structures physiques, les structures physiques, elles sont complètement... elles n'ont aucun rapport. Et donc, il n'y aurait pas vraiment de conscience phénoménale dans le truc. Mais, ouais, ensuite, il y a une autre forme aussi de... Donc, effectivement, donc, il y a les approches behavioristes, enfin, simplement sur le comportement, qui sont utiles, mais qui ne vont pas nous dire grand-chose sur l'expérience interne. Il y a les approches architecturales, où là, on va chercher sous le capot. Il y a les approches structurelles qui informent tout ça et qui nous permettent d'avoir une meilleure représentation de toutes ces choses.
Et puis ensuite, il y a aussi de nouvelles approches qui sont assez intéressantes où on cherche plutôt maintenant à voir quelle est l'expérience phénoménale minimale qu'on peut avoir pour justement réduire le problème plutôt que de se dire allez, on va tout prendre ensemble, on va prendre les émotions, la vision, tu vois, la représentation de soi et du monde. C'est beaucoup de choses. En fait, quelle est l'expérience phénoménale minimale? Donc, c'est assez fascinant de voir la façon dont tout ça évolue aujourd'hui. Il y a des croisements aussi avec l'étude scientifique de la méditation. Enfin, tu vois, donc c'est pour ça aussi que je te dis, je pense qu'il y a encore du chemin. Hein. Je pense que c'est vraiment ça aussi, un des messages clés de cet épisode, c'est de comprendre à quel point c'est une science qui est encore aujourd'hui un peu pré-paradigmatique à quelque part, et que on n'est pas au même niveau que, je sais pas moi, en physique, en maths ou dans certaines choses où il y a vraiment des paradigmes qui ont été établis depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Là, on est vraiment quelque chose de tout nouveau, et puis on essaye de découvrir et de comprendre petit à petit. Ouais. Tout à fait. Dans cet épisode, on a parlé de conscience artificielle. Ça, je pense que les auditeurs s'en sont rendus compte. Mais tu es aussi une experte en éthique de l'intelligence artificielle. Du coup, j'aimerais te poser une question à ce sujet. Est-ce que tu penses que les théories éthiques qu'on a jusqu'ici vont suffire pour l'intelligence artificielle, ou est-ce que l'intelligence artificielle va nous forcer à développer une nouvelle théorie éthique ? C'est une très bonne question. En fait, les questions, l'informatique, ça a soulevé des questions éthiques dès son apparition, et dès qu'on s'est mis à adopter l'informatique dans plein de domaines, les professionnels se sont rendus compte que ça soulevait pas mal de questions éthiques qui ne s'étaient pas présentées avant. Et donc, il y a eu énormément de travaux là-dessus de façon assez organique. Et ça a convergé dans les années 90 vers l'hypothèse Gorniak. Hypothèse Gorniak selon laquelle l'informatique, c'est un phénomène global, notamment grâce à l'arrivée d'Internet et l'interconnectivité globale. Et du fait de la portée globale de ce phénomène, en réalité, ça va transformer nos questions éthiques, nos raisonnements éthiques, et tout ça à les amener à un niveau global, quelque chose qui est absolument sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Ça, c'est donc une prédiction qui est faite dans les années 90. Et aujourd'hui, elle s'avère complètement vraie. Donc, quand on a l'arrivée du deep learning qui se met à vraiment bouleverser nos usages numériques dans la décennie précédente, assez rapidement, en fait, il y a eu des cas très problématiques. Donc, que ce soit de la manipulation ou des erreurs, des biais, des choses comme ça, à large échelle. Donc, il y a eu des cas assez dramatiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que tout le monde en a au moins un ou deux en tête. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'assez rapidement, autour de 2016, il se met de façon complètement organique sur toute la planète, dans tous les grands centres de recherche, etc. En fait, on se met à se poser la question de l'éthique de l'IA, comment on va réussir à résoudre ce problème. Et donc, à partir de ce moment-là, il se met à y avoir des mouvements qui vont tous un petit peu dans le même sens. C'est assez intéressant, d'ailleurs, de voir ça. La première réaction, un peu partout, c'est de dire alors en fait, quel genre de valeurs, quel genre de grands principes il faut implémenter dans ces algos. Et ça va être fait de façon complètement indépendante, tout ça en même temps, par des universités, des organismes du genre l'UNESCO, etc., des gouvernements, des entreprises. Il y a des nouvelles... il y a aussi des nouveaux organismes qui se créent à ce moment-là. Mais je veux dire, ça va vraiment de l'associatif au gouvernemental, en passant par l'industriel et l'académique. Et tout le monde, finalement, adopte cette approche de quelles sont les valeurs, quels sont les principes. On se pose des questions
au niveau international, aujourd'hui, l'IA, ça nous amène vraiment à nous poser ces questions éthiques à un niveau global. Et de plus en plus, on est tous soumis à des écosystèmes numériques qui sont utilisés à l'échelle globale. Et on voit qu'il y a aussi des enjeux géopolitiques. Mais il y a vraiment une portée globale. Et ça, c'est en train de transformer effectivement les questions éthiques pour l'humanité. Ouais. Pour finir, je vais te poser la question traditionnelle de fin. Si tu étais avec un micro dans la main, sur une scène, et avec l'humanité entière face à toi, que tu pouvais passer un message en quelques minutes, qu'est-ce que tu aimerais dire? Oh là là, ta question de fin, elle est vraiment, vraiment terrible. Alors vraiment, tu vois, le premier truc qui me viendrait à l'esprit, ce serait aimez-vous les uns les autres. Tu vois, le truc. Parce que, non, mais vraiment, je pense qu'on a besoin de positivité et d'optimisme. Et de dépasser les petits conflits internes, locaux, tu vois. Ça, c'est vraiment ce qui est en train de poser le plus de problèmes, finalement. Donc j'espère que l'IA, justement, elle va nous amener à, tu vois, réfléchir de façon plus intelligente la redistribution du bonheur à l'échelle globale. Aujourd'hui, il y a énormément d'égoïsme à l'échelle globale. On est tous en train de chercher à tirer la couverture de son côté, mais en fait, elle va se déchirer. Je pense que ce serait vraiment ça que je voudrais pour l'humanité. C'est juste plus de positivité, d'optimisme et de générosité. Merci beaucoup, Aïda El Amrani. Mais de rien. Merci pour l'invitation.